Bonjour à toutes et à tous et un salut chaleureux au public qui nous accompagne encore aujourd'hui. Et je suis heureux de retrouver toute la bande, les experts, les passionnés d'art. Nathalie Lesage, salut Nathalie. Journaliste, tu nous présentes chaque semaine les artistes engagés, celles et ceux qui font bouger les lignes de l'art. Il y a également Lauriane Mélière, journaliste aussi qui repère les tendances et qui jette les ponts entre le passé, le présent et même l'avenir. On va essayer. Il y a le maître, le boss, Fabrice Bousteau, rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine, qu'on a la chance d'avoir avec nous. Et la chance également d'avoir avec nous Margot Bétou, qui va nous présenter, Margot, les talents. Salut la joyeuse bande. Salut les amis. On commence par le mot du jour. Et Charlie, évidemment. Salut Charlie. Quelle est ton humeur du jour ? La mienne, c'est l'automne, alors je suis un peu fatigué. Du coup, pour me réveiller, j'avais envie de faire cette petite chanson que j'aimais beaucoup. Charlie, lève-toi et danse avec Ali. L'écho de sa voix est venu jusqu'à moi. Bravo, bravo Charlie. Tu nous as donné le la, mais on va commencer à faire le tour de table traditionnel. Nathalie, ton mot du jour ? Mon mot du jour, c'est géant, car je vous amène dans le Nord à la rencontre de géants irrésistibles. Fabrice ? Feu. Feu. Un feu de joie pour Paris et aussi un feu de tristesse, malheureusement. Margot ? Moi, c'est miaou. Ali, vous allez comprendre tout de suite. Miaou, comme un chat. Et toi, Lauriane ? Et moi, j'ai envie de dire regard pour toutes ces œuvres qu'on observe et qui nous regardent en retour. Tu nous raconteras ça tout à l'heure. Tout de suite, notre premier invité, son 25e album, L'origine du chat, vient de paraître chez Casterman. Le chat qui s'expose aussi au musée Mayol à Paris. Philippe Geluck est dans la Grande Galerie francophone. Bonjour Philippe et bienvenue. Merci. Venez vous installer. Et merci d'être avec nous. Je vous présente toute la bande, je vous présente le public aussi. Et on commence avec une question rituelle après avoir présenté donc l'origine du chat. Merci papa, point d'exclamation. Vous vous êtes remercié vous-même ? Non, c'est lui qui parle. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Mais nous, c'est nous. Mais nous, c'est nous. Et dans cet album, je suis arrivé à raconter que le chat qui est né en 1983, etc., je l'ai raconté souvent, en fait, avait vécu une enfance à mes dépens, sans moi. Il avait des parents. Sa mère était siamoise, elle était très attachée à sa sœur. Et un jour, il a compris qu'il pouvait faire rire. Il est devenu adolescent. Il se plantait à toutes ces blagues et puis il s'est mis à chercher un dessinateur parce qu'il s'est dit « je voudrais devenir héros de bande dessinée ». Et donc il va mettre des petites annonces, il va aller voir des dessinateurs qui vont tous lui dire « on n'a pas que ça à foutre ». Et finalement, nous allons nous rencontrer, mais je ne peux pas en raconter Après plus. Après toutes ces années, il est devenu un super-héros. Mais on va démarrer avec la première question rituelle. Qu'est-ce que l'art vous apporte dans la vie ? Tout. Je développe un peu. Bien sûr. Je suis né dans une famille amoureuse des arts. Notre mère nous emmenait chaque semaine dans les musées et notre père qui achetait des revues, des livres, qui était amoureux des dictionnaires. Chaque fois qu'on citait le nom d'un peintre, allait chercher un livre pour nous montrer les images. Il nous a initiés au plus grand, de Rembrandt à Soulages. Je sais, depuis que j'ai 7 ans, qui est Soulages. Qui est Soulages. Et vous êtes devenu pote d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut dire pote avec un aussi grand, un monument de l'art contemporain qui était Pierre Soulages. Oui, qui m'impressionne au plus haut point. Un jour, en sortant de son atelier, il me met la main sur l'épaule et il me dit « on devrait se dire tu, on fait le même métier ». Ah, Sérieusement ? C'était bon, alors c'est devenu Pierre, Pierrot et Philou. Non, il m'appelait pas Philou, il m'appelait Philippe. Un jour... Et vous avez exposé dans son musée à Rodez, ce qui est quand même exceptionnel. Ce qui est, pour l'instant, une expérience unique parce qu'il n'y a pas d'autre artiste vivant qui a eu l'honneur d'accrocher toiles et tableaux dans l'espace permanent Soulages. C'est hallucinant. Un jour, on était dans son atelier aussi et je lui dis « Pierre, tu sais comme ton travail m'impressionne, ce qui est la vérité. » J'étais
pétri d'admiration. J'ai dit, mais tu dois admettre une chose cependant, c'est que mes tableaux sont plus drôles que les tiens. Et il a Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a admis, il a ri et il a dit, je le reconnais volontiers. Alors, vous avez cité 2 noms, Rembrandt et Soulages. Vous avez une relation quasiment amoureuse avec Rembrandt. Ça dépasse la culture, la compréhension. On est dans le ressenti. En visitant des musées à Amsterdam, je me trouve un jour dans une salle qui expose des peintres de l'époque de Rembrandt, Oui. des types qui savaient peindre. Hein. Et puis, oui, je trouve ça pas mal. Et tout à coup, il y a une espèce de courant, de coup de foudre avec une image. Comme en amour. Je m'approche, et c'était Rembrandt, et pas un des autres. Mais dans la relation amoureuse que vous avez avec Rembrandt, ce tableau, c'était lequel? Tous les Rembrandt me fascinent. Ces autoportraits de jeunesse avec ce contre-jour dans les cheveux et ces autoportraits qu'il fera tout au long de sa vie. Oui. Parce qu'il va vieillir et il ne se ménage pas dans les portraits qu'il fait de lui-même. C'est un peintre qui est pour moi inhumain tant il touche à la grâce et à la perfection. Et on va voir d'ailleurs que vous êtes un passionné d'art et un très grand connaisseur de l'histoire de l'art également. Le chat aussi, il paraît. Mais on va en parler. Nathalie? Il y a un autre artiste inscrit à votre panthéon personnel et je vous cite qui vous fait vibrer. C'est le peintre américain Jean-Michel Basquiat. Évidemment, figure incontournable de l'underground new-yorkais. Puis je me demandais pourquoi? Pourquoi Basquiat? Qu'est-ce qui vous touche chez lui? Même chose que pour Rembrandt. En fait, je pense souvent, on intellectualise trop le rapport qu'on a à l'art. Et pour moi, il s'agit d'une émotion qui passe. C'est une émotion qui peut vous donner la chair de poule, qui peut vous donner les larmes aux yeux. On peut tous la ressentir ou il faut des codes, il faut connaître, il faut des bases? Et non, justement, moi je suis persuadé que n'importe qui ressent ou peut ressentir quelque chose devant une œuvre. Il y a des œuvres qui ne nous parlent pas, devant lesquelles on passe sans frémir. Et puis d'autres qui nous mettent en colère, qui nous provoquent une émotion, qui nous donnent la chair de poule, qui nous intriguent, et puis d'autres qui font rire. Il n'y en a pas énormément. Et ça, c'est assez génial parce que justement, avec le chat, vous avez réinterprété quelques-uns, on va dire, des grands tubes de l'histoire de l'art. Ils sont réunis dans l'art et le chat. Vous avez réinterprété Vermeer, Vinci, Van Gogh et le cri de Munch. Mais c'est un cri très particulier qu'on voit à l'écran. C'est le chat qui hurle, mais de rire. Oui, je l'ai appelé le rire de Munch. Et donc, on peut comprendre pourquoi, si on regarde au fond du dessin, il y a le couple qui est toujours là, le couple mystérieux. Oui. Et là, il a vu que le monsieur avait marché dans une merde de chien. Et ça le fait rire, alors que dans le vrai cri de Munch, il y a plutôt de l'angoisse. De la douleur Voilà. et de l'angoisse. Mais on peut rire avec de l'art. Oui, Oui. On ne rit pas contre Non, parce l'art. qu'on a l'impression qu'il y a un esprit de sérieux dès qu'on parle d'art qui s'installe et qui s'impose. Alors, j'essaye dans mon métier de traiter de tous les sujets. Ouais. Si je traite de l'actualité, de l'histoire, de la famille, de n'importe quoi, pourquoi pas de l'art? Et qu'est-ce que ça a changé justement quand vous avez été exposé à Rodez au musée Soulages, d'avoir d'un côté les œuvres de Soulages et puis les vôtres? Qu'est-ce que ça crée, même physiquement, chez les visiteurs et les visiteuses qui passaient d'une œuvre à une autre? Alors, je les voyais rire, comme j'avais dit à Pierre, plus devant mes tableaux que devant les siens. Mais ce qui a été magique, c'est que le musée m'a dit qu'ils avaient eu un afflux de curieux et de visiteurs qui sont venus pour voir le chat Oui. et qui ont découvert Soulages. Mais là, c'est génial parce qu'on voit d'ailleurs le face-à-face ou la rencontre, le côte-à-côte avec Soulages, avec le chat d'un côté. Oui, Vous il me pouvez nous le dit. dire? Mais mais ça, c'est une scène imaginée. Hein, avec mes Évidemment, parents. mais alors- Il me dit au fond, est-ce que le chat, c'est pas toujours un peu la même chose? Et je lui réponds, je ne sais pas si tu es le mieux placé pour me dire ça, parce que la critique que l'on lui fait tellement souvent, mais que je trouve infondée parce que son talent est sans limite. À Pierre Soulages. Oui, c'est que il répète des choses, qu'il travaille sur une couleur, qu'il travaille sur de L'infinie variation sur le noir. Eh oui, c'est absolument fascinant. Et on peut dire effectivement la même chose du chat. Et encore, croyez bien que je ne me compare pas à ces géants. Je suis un
petit bonhomme qui se confronte à des immenses artistes. Oui, mais ce Mais qui est fou, c'est que vous êtes un des seuls dessinateurs de bande dessinée. Je pense aussi à Raymond Petitbon aux États-Unis, Ouais. qui a réussi à passer le pont, c'est-à-dire à aller À faire des incursions. Mais ça, voilà, à justement, faire- il aurait pu être très critiqué. Mais comment est-ce que c'est perçu dans le monde de l'art, les incursions du dessinateur du chat ou du chat lui-même dans des espaces aussi sacrés, par exemple, qu'un musée consacré à Pierre Soulages? Eh ben, je pense que ça a été très mal perçu au départ. C'est-à-dire qu'au début, il a perturbé en se disant mais il va quand même pas se prendre pour un artiste. On aime le chat, mais pas se prendre pour un artiste. C'est quelque chose qui a, à mon avis, beaucoup changé. Philippe, c'est le jour où vous êtes mis aussi à faire des sculptures. Et c'est vrai d'ailleurs que c'est une problématique parce que la bande dessinée, c'est très difficile à exposer parce que c'est en 2 dimensions. Et quand on a vu les sculptures de Gueluc, Sur les ça a Champs-Élysées, commencé sur les Champs-Élysées. À Paris. C'était totalement spectaculaire à Paris. c'est le plus bel espace pour exposer. On les voit d'ailleurs à l'écran. Et justement, qu'est-ce que ça vous a apporté, la sculpture, Philippe? Alors moi, ça m'a apporté un plaisir voluptueux de traiter de la matière, puisque je sculpte dans de la terre glaise Oui. et que je sors de la feuille de papier ou de la toile et du chevalet, et que, encore une fois, je ne me prends pas pour un sculpteur. Je veux dire, je sais où se trouvent les Mais pour grands un artiste, livrets. oui ou non? Mais non, ce n'est pas. En plus, ce n'est pas à moi de le dire. Je pense que le terme artiste est un terme qui peut être attribué à quelqu'un par les autres, mais je me vois très mal dire je suis un artiste. Ça serait un peu dire je suis formidable. Non, les autres peuvent dire de vous que vous êtes formidable. Oui. Et d'ailleurs, je vous trouve formidable. Mais cher moi ami. aussi, je vous trouve Oui, formidable. mais et c'est je pas à vous considère de le- que vous êtes un artiste. Non, merci. Non, mais peu importe. Peu importe, je sais pas. En fait, je m'en fiche un peu de savoir si je fais de l'art ou pas, ou si c'est important ou pas. Ce qui m'importe, c'est de voir la réaction des gens. Mais alors justement, on parle de rire et de cette transmission d'émotions. Vous, il y a un dessin en particulier qui a changé votre vie, qui a été vraiment un moment de bascule. C'est un dessin de Charles Adams, un Américain, paru en 1940 dans le magazine The New Yorker. Et c'est en découvrant cette œuvre que vous vous êtes dit, mais en fait, le dessin peut véhiculer cette émotion du rire et toucher les gens. Qu'est-ce que ce dessin raconte pour Mais vous? il est juste magique parce qu'il est à la fois surréaliste, poétique, absurde. Et je lui ai fait, mais je ne l'ai jamais publié, j'ai fait un hommage. Je viens de le comprendre. Ah Bravo. Merci. Et- Je me disais, il est beau, mais je ne comprends pas et je viens de comprendre. Voilà. Donc, il y a une Donc je comprends en fait. d'accord. Merci Lauriane. Est-ce Mais que moi ça a aussi, c'est en provoqué train de chez vous changer ce ma qui est en vie. train d'arriver à Ali en ce moment? Et j'en ai fait une parodie, mais que je me suis gardé pour moi, que j'ai jamais, mais que je pourrais un jour exposer à côté du vrai dessin. C'est Ah bah que vous nous l'enverrez. j'ai ajouté, donc le skieur qui descend, s'est arrêté devant l'arbre pour faire pipi, et puis a continué. Et donc ce qu'il y a en plus, c'est un peu de jaune dans la neige avant le tronc d'arbre. Margot. Mais ça, c'est typiquement ce qui parle aux enfants. Moi, ce que j'ai adoré dans L'art et le chat, c'est un dessin où le chat donc griffe une toile blanche. Et là, vous dites, c'est ma femme qui m'a dit, fais plutôt des fontanas au lieu de griffer le fauteuil. Je trouve ça tellement mignon et tellement tendre. Et il faut vraiment que les enfants achètent cette BD parce que pour découvrir l'art, c'est exceptionnel, quoi. Mais j'ai envie de rebondir là-dessus. On recevait Amanda Lear pour nous parler de muse. Et je vous ai souvent entendu parler d'une femme importante dans votre parcours et c'est justement votre épouse. Quel est son rôle dans la vie du chat? Alors, elle est, sans le savoir, l'inspiratrice, la co-inspiratrice du personnage, puisque lorsque nous nous sommes mariés, j'ai envoyé aux amis qui nous avaient fait des cadeaux un petit carton sur lequel, quand il était plié, on voyait une Madame Chat avec un grand sourire et des yeux papillonnants. Et quand on ouvrait le carton, on voyait un Monsieur Chat, enfin, en train de lui offrir ses hommages, si Oui. vous voulez. C'était très poétique, très joliment dessiné, pas du tout grivois. Et le Monsieur Chat portait des lunettes rondes, comme j'en portais déjà moi à l'époque. C'était 3 ans avant que le journal Le Soir me demande de proposer un personnage pour un supplément hebdomadaire. Et j'ai repensé à ce chat, je l'ai mis debout, manteau, cravate, Oui. pif paf pouf. Donc en et fait, le chat, c'était déjà vous à l'époque. C'était vous et ensuite vous l'avez transformé en autre chose. Voilà, j'ai réussi à le faire sortir vous avez de moi. séparé l'homme du chat. Oui, totalement, parce qu'on n'est pas tout à fait les mêmes. Charlie. Moi, je pense à mes 5 chats que j'ai laissés à la maison. J'espère qu'ils en font tout autant. Oui, 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 oui. Tu peux nous consoler en musique? Oui.
C'est dans les Aristochats. C'est dans les Aristochats. Belle référence. Je suis sûr Margot, qu'ils il y a font ça en aussi ce moment à la maison. le musée Mayol dont il faut parler. Donc effectivement, ce chat, c'est votre double, votre avatar. On découvre donc dans cette exposition que l'humour et le dessin vous ont aidé, adolescents, vraiment à trouver votre place. Qu'est-ce que le dessinateur a apporté à l'adolescent que vous étiez et comment les deux se sont fondus l'un dans l'autre? Alors effectivement, dans l'exposition, je propose une espèce de parcours à travers toute ma vie avec des dessins d'enfants qui sont des dessins d'enfants et puis des dessins d'adolescents dans lesquels je me déchaîne dans l'humour noir. Mes maîtres étaient Bosc, Ciné, Sampé, Chaval, etc. J'ai été nourri à ça plutôt qu'à la bande dessinée, style Tintin et Spirou. Et donc j'ai produit des dessins très très noirs, avec des À la Franquin. Parfois pire. Parfois pire Oui, que les parfois idées noires pire. de Franquin. Oui, parce que les idées noires vont venir des années plus tard. À la Soulage. Tout simplement. Et je pense que ça m'a aidé à traverser l'adolescence, à conjurer un acné qui était très malvenu pendant 2 ans, qui m'empêchait d'un petit peu approcher les filles à qui je voulais faire du gringue. Il y a eu 2 ans, entre 14 et 16 ans, où je me suis senti très mal, où j'avais des angoisses de la mort, des angoisses un mal-être. Et dessiner sur des sujets encore plus graves et préoccupants que le mien propre m'a beaucoup aidé. Et le dessin, du coup, ça aide pour draguer? Ça a fait rire certaines, mais c'est Et vraiment... on jouit d'abord par l'oreille. Ah bon? C'est beau, oh, c'est beau ça, c'est beau. Je le note. C'est Lucchini qui dit tout le temps ça. Alors, On apprend des tas de choses dans cette émission. effectivement, le physique n'était pas là, mais l'acné était prépondérant. Donc, c'est à partir de 16 ans que j'ai pu les faire rire aussi. Donc ça aide à bon entendeur. Salut, et surtout on apprend donc des tas de choses sur vous dans cette exposition au musée Mayol à Paris. Philippe, je ne vous présente pas votre compatriote Alex Vizorek, notre expert qui nous emmène aujourd'hui au musée Picasso de Paris à l'occasion d'une grande exposition qui est consacrée au peintre américain Philip Guston. Philip Guston, l'ironie de l'histoire, vous n'avez pas les bases, c'est le Vizor expert. Et aujourd'hui, on se rend au musée Picasso. L'exposition, c'est celle de Philip Guston. Peintre américain né en 1913, il traite notamment de sujets sociaux. L'affiche de l'exposition, de studio, est vue par certains comme une critique du racisme aux États-Unis et par d'autres comme un mauvais choix de déguisement pour Halloween. Il a également une face très minimaliste. Ce tableau-ci, qui n'a pas de titre, mais qui aurait pu s'appeler « Zut, j'ai oublié mon compas ». Ou celui-ci. À mon avis, il y a des jours où Guston bossait moins que d'autres, quand même. Mais le style qui l'a rendu célèbre, c'est celui-ci, un peu cartoonesque, un peu glauque. Ce tableau, Room, c'est une chambre, oui, mais il y a du sang et il y a des morceaux de corps partout. Alors, si c'est une chambre, c'est celle de Jeffrey Dahmer. Couple in Bed, un tableau très peu réaliste, puisque comment une femme pourrait-elle être en couple avec quelqu'un qui ne retire pas ses chaussures avant de se mettre au lit? Ou enfin celui-là, qui nous prouve que Guston était un homme comme les autres, puisque c'est sûr qu'il a dit à sa femme « T'inquiète chérie, le meuble Ikea, je te le montre sans notice ». Allez donc voir Philip Guston au musée Picasso jusqu'au 1er mars. Guston, il y a un téléphone qui me sonne. L'ironie de Philip Guston, vous irez? Alors oui, il m'a donné envie d'aller. Mais il est formidable pour ça, Alex. Oui, Parce absolument. que chaque semaine, c'est vrai qu'il nous fait découvrir et il nous donne les bases pour comprendre des artistes. Il est extrêmement doué et c'est un passionné d'art lui aussi. Et donc, il m'a donné déjà 2 envies, c'est d'aller voir Philip Guston et d'aller voir le spectacle d'Alec Vizorek. Évidemment. Chaque semaine, la bande de la Grande Galerie francophone nous révèle sa dernière claque artistique. C'est la claque de la semaine. On va commencer avec toi, peut-être, Nathalie? Volontiers, toujours prête. Alors, moi, ma claque, je pense que c'est une claque de nécessité sociale et ça va vous plaire, Philippe, puisqu'elle vous invite toutes et tous à vous reconnecter avec votre cœur d'enfant, puisque c'est une exposition consacrée aux géants. Mais pas les géants comme Wembanyama, le joueur de basketball, ou comme De on la l'appelle NBA. ici,
Wemby. Wemby, voilà. Non, il est vraiment question de vrais géants, ces personnages folkloriques, mythiques, très connus dans le nord de la France, en Belgique aussi. Ils sont ancrés dans le patrimoine local depuis plus de 500 ans, tellement qu'ils ont été inscrits au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et ça fait 20 ans cette année. Et donc, on leur consacre cette exposition où on va tout savoir de leur histoire, de leur origine, de leur fabrication aussi, parce que, mine de rien, les colosses peuvent faire 7 mètres de haut. Donc, rendez-vous à Lille, au Grand Palais des Beaux-Arts de Lille, et c'est présenté jusqu'en 2026. Donc, voilà. Cœur d'enfant. Merci. Cœur d'enfant. On enchaîne, Lauriane, autre monde, beaucoup plus au sud. Ouais. Ma claque de la semaine, c'est un choc visuel et politique, et je crois que tu aimes beaucoup cette artiste. Elle est formidable. C'est Thandiwe Muriu, on en parlait tout à l'heure, une photographe kenyane, et son travail explose littéralement la rétine. Son truc, c'est de photographier des femmes et de les fondre dans le décor, donc avec des tissus absolument fous, beaucoup de wax ultra vibrant. Et la question que moi je me pose, c'est que reste-t-il de notre identité quand tout se mélange? Un petit peu de philo. Alors Thandiwe, elle joue avec les codes de la mode, avec les codes du design, elle détourne les clichés exotiques et elle remet surtout la femme africaine au centre, quitte à la voir plus alors qu'elle est camouflée. Et Oui. c'est ce qu'elle dit. Elle veut que ces images soient un miroir dans lequel les femmes africaines se reconnaissent enfin. Et si vous êtes comme moi en manque de vitamine C ou D, ou les deux, on est quand même en novembre, et ben je vous On y va à en courir. courant. Il faut voir le regard de Philippe Gueluc en la découvrant. Ah, je suis halluciné. Je vais Ah, courir mais voir elle ça. est hallucinante. Allez-y, donc c'est à la galerie 193. À Paris. À Paris. Fabrice. Alors moi, je vais vous parler d'un des plus grands artistes contemporains au monde, Sao Kyo-Kyang, qui est un artiste né en Chine, qui vit aux États-Unis et qui a comme particularité de remplacer la toile par le ciel et de remplacer les pinceaux par de la poudre à canon. Il a fait un événement absolument extraordinaire qu'on voit le 22 octobre dernier pour la fermeture du Centre Pompidou qui va être en travaux jusqu'en 2030. Et cette fresque, une sorte de fresque pyrotechnique qui s'intitule Le Dernier Carnaval, qui est empreinte de joie puisqu'à un moment donné on voit arriver des fleurs, des bouquets de fleurs, de fumée qui sont absolument dingues, et après une fumée noire absolument effrayante. Et c'est en fait très empreint aussi de philosophie taoïste qui consiste à dire que l'explosion c'est la création et puis la destruction c'est le renouveau. Donc c'est à la fois un au revoir temporaire au Centre Pompidou qui était très joyeux mais qui est très inquiétant également. Merci pour la découverte. Et j'ai une deuxième claque qui est une surprise. Tu triches, Je me permets Fabrice. une deuxième Non, claque. il a le droit d'avoir deux claques. Bah, il a Certains le des droit de avantages. prendre autant de claques qu'il On veut. appelle le gérant. On C'est s'oppose. scandaleux, mais c'est une deuxième claque. C'est pour ça que c'est le boss, c'est qu'on appelle le maître. Voilà. C'est une claque absolument incroyable. C'est Marc-Antoine Mathieu qui a décidé de, philosophiquement, qui est un des dessinateurs de bande dessinée, philosophe comme vous, qui a décidé de définir ce que qu'est l'infini avec la plus petite bande dessinée du monde. Et alors, La c'est plus le petite cadeau. BD au monde. Voilà, je vous laisse. Vous pouvez nous Il y a montrer? une loupe. Oh, j'adore. Et Vous allez nous lire le premier Voilà chapitre. la Et BD. on lit avec la loupe la BD, ça demande beaucoup d'attention. C'est du coup. génial. C'est C'est absolument bien. La première extraordinaire. claque, ce sont les géants, Et et puis le après, c'est la contenu plus petite BD fabuleux. du monde. Et ça coûte que 21 €. C'est un cadeau Noël absolument incroyable. Moi, Et c'est une suis vraie subjugué. œuvre d'art. Et c'est une véritable œuvre d'art. Ouais, c'est génial. Ben, des idées pour votre prochain numéro? Pour votre prochain numéro? Marc-Antoine Mathieu, donc, et c'est Vous le connaissez, prouesse. Merci, bien sûr, Vous bien le sûr. connaissez, et c'est une plongée dans l'infiniment petit. Margot? Alors moi, ma claque, c'est ce tableau exceptionnel de Modigliani qui a été vendu chez Sotheby's il y a 3 semaines pour 10,5 millions d'euros, no less. Ce jeune homme que vous voyez, c'est Raymond Radiguet, le jeune auteur du Diable au corps, ce roman tragique et d'amour et merveilleux en même temps que seul un adolescent a pu écrire. Cet adolescent qui est mort à 20 ans, qui avait ému Modigliani vraiment comme rarement. On voit que l'œil gauche est ouvert vers le monde. Modigliani ne peignait jamais les yeux, donc c'est vraiment quelque chose d'unique. Et puis le gauche est refermé vers l'intérieur, donc il a saisi toute la profondeur de ce gamin qu'il avait croisé dans les rues de Montparnasse. Et puis c'est un des rares aussi chefs-d'œuvre cubistes de Modigliani. Donc voilà, le croisement de deux destins maudits, une vraie claque, une œuvre extraordinaire. Merci Margot. Charlie?
Moi, c'était un ami, parce que j'ai décidé de mes claques, ce seraient des amis, parce que j'ai des amis artistes et formidables, n'est-ce pas, Philippe? Ça vient de moi, j'ai le droit de le dire. Il s'appelle le Diamantaire, son prénom c'est Alexis, et il fait du street art. Vous avez sûrement vu dans Paris, un peu partout, ces petits diamants en miroir qui sont parfois sur les façades d'immeubles ou autres. Ouais. Et il fait aussi des énormes sculptures comme ça pour des privés, ou et notamment un qu'il a fait pour le musée Grévin. Il fait toute la structure en soudure et avec des jeux de miroirs, il fait des espèces de perspectives dingues. Donc ça peut être des tableaux avec des profondeurs infinies, ça peut être des choses énormes comme toutes petites. Voilà. Merci Charlie. Et vous, Philippe, on vous a demandé votre grande claque artistique de la semaine. Il y a Gerhard Richter, mais je suppose que vous en avez traité ou que vous en traiterez dans l'émission. Le géant de la peinture contemporaine, un Allemand qui est exposé à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Qui me stupéfie par l'infinie variété de ce qu'il fait. Voilà quelqu'un qui s'est tout le temps remis en question, qui a cherché dans tous les sens et à chaque fois avec une beauté, une profondeur, une pertinence absolument parfaite. C'est juste l'exposition à voir. Je ne sais pas si elle est encore accessible. Elle est encore accessible. Et je vous propose à présent de faire un point sur l'actualité culturelle. C'est la Petite Galerie et c'est signé Karim Rarbage. De la vaisselle, des légumes et de la pâte à modeler. Des fois, je peux sculpter 4-5 heures par jour sans arrêt. Retour sur ce que l'art a fait de plus fou cette semaine, c'est la Petite Galerie. Et on commence avec le faux lolo. Cette semaine, focus sur Rob Strati, un artiste américain qui a trouvé une façon originale de sublimer les accidents du quotidien. Ouais, il prend des assiettes qui ressemblent au service de ma grand-mère, il les fracasse et à partir de là, il prolonge leurs motifs directement sur un tableau, à l'encre, au gré de son inspi. Résultat, des compositions aussi fragiles que poétiques. Et nous, on a voulu savoir d'où lui est venue cette super idée, alors on l'a directement contacté. Ma femme a cassé une assiette dans la cuisine et soudain, j'ai eu une vision. J'ai souvent des visions et je me suis dit que j'allais faire quelque chose de cet accident. Yes, bravo pour la vision et avec une telle cote, Rob, il peut clairement dire merci à Madame Strati. Suivez-le, c'est notre faux lolo de la semaine. Et on continue avec l'incruste. Aujourd'hui, on squatte l'atelier, enfin la chambre de Brice Savina, un artiste sculpteur qui fait des choses incroyables. Ouais, il a fait tout ça avec ses mains et à partir d'une matière un peu spéciale, l'argile polymère. La pâte ne sèche pas en elle-même, elle séchera uniquement quand elle est cuite. Yes, c'est ma boule. Chaque figurine lui demande 6 semaines de taf et il y met tout son cœur. Brice, c'est le rodin de la pâte à modeler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'ultra-réalisme, permettre de donner une émotion. Et ce cinglos est tellement perfectionniste qu'il a lui-même sculpté. De quoi sculpter? On ne trouve pas forcément les outils dans le commerce, donc j'ai réalisé moi-même certains outils. Donc ça, ce sont des aiguilles qui sont courbées, une corde de guitare courbée, des petites spatules, ce sont des clous qui sont aplatis. Le voir travailler, c'est de la satisfaction en barre. Regardez-moi ces détails, c'est complètement fou. Et le pire, c'est qu'artiste, c'est même pas son vrai taf. L'art, ça paye pas beaucoup. Je travaille dans la banque, je suis conseiller financier, je m'occupe des sociétés. Comme quoi, on peut bosser dans la finance et avoir des émotions. C'est vraiment accessible à tout le monde. C'est vrai, d'ailleurs moi, je m'y suis mis et j'ai fait pas mal de progrès. Je vous mets au défi de distinguer ma sculpture de celle de Brice. Je vous laisse choisir votre préf. Et on termine avec la dinguerie. Aujourd'hui, focus sur Millie Pampini, une artiste peintre britannique, spécialiste du body painting et du trompe-l'œil. Ses principaux supports, son visage, son corps, les objets qui l'entourent. Son truc, c'est de se camoufler dans son décor derrière une banane, un œuf, une aubergine ou un steak. Tout ce qu'il y a dans son frigo y passe pour réaliser ses performances dans un style qui lui appartient. Alors déjà, il y a du niveau, hein, mais Millie, elle adore se rajouter des petites contraintes techniques. Yes, la meuf s'auto-peint avec sa bouche et même son nez, c'est plutôt balèze. Bon après, on comprend pas forcément toujours tout à ce qu'elle fait, mais on adore son énergie, sa liberté, sa douce folie. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite.
Merci Karim. Un commentaire, Philippe? Ah mais j'adore, elle me fait rire. Et bon, alors on disait l'art et le rire, ça va pas toujours ensemble, mais il y a des fois. Et ce qu'il y a de merveilleux, je trouve, dans l'art, c'est qu'on peut admirer les autres. Contrairement au sport, on n'a pas d'adversaire. C'est pas un match qui doit être remporté par l'un ou l'autre. Tout le monde. Il n'y a pas de concurrence. Je pense pas. Enfin, moi, je le ressens pas comme ça. J'aime. Dans la BD, en tout cas, vous n'avez pas de concurrent. Non, vous avez tout écrasé. Non. J'aime admirer, surtout. Il y a des choses que je n'aime pas. J'en parle pas. Nathalie, il y a un nom qui est en train de devenir incontournable au Québec, c'est Manuel Mathieu. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Complètement, et c'est un artiste que j'espère vous allez admirer aussi, artiste multidimensionnel, et vous allez comprendre pourquoi. Il n'a même pas 40 ans et il a une maîtrise en beaux-arts à la prestigieuse Goldsmiths University of London. Il a évidemment exposé des dizaines de fois à l'international. Il est également à la tête de plusieurs fondations pour soutenir les artistes émergents, dont une qui porte le prénom de sa grand-mère. Et il a été fait, j'ai pas terminé, il a été fait récemment compagnon des arts et des lettres au Québec où il s'est installé à 19 ans, car il est né en Haïti en 1986. Donc ça, c'est pour la partie CV. Donc parlons art maintenant, si vous le voulez bien. On est quand même là pour ça. Puis je le vois dans les yeux de Fabrice. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, Manuel Mathieu? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Bien, il fait tout, Fabrice. Je sais ce qu'il fait parce que j'ai même porté ce qu'il fait. J'apprécie. Là, tu me fais plaisir ici. Il fait tout. Et puis il fait tout très bien. Même des vêtements. Il sculpte, il dessine. J'y viens. Mais il peint surtout. Il peint des œuvres monumentales. Regardez ces tableaux, on s'y perd. Moi, j'ai l'impression de regarder un kaléidoscope géant quand je regarde ça. Et au-delà du caractère très hypnotisant de ses œuvres, il fait quelque chose que je trouve très puissant. En fait, lui, sa démarche, c'est de dire qu'il est un lien entre le visible et l'invisible, un peu comme les chamans vaudous à l'époque. Ce qui explique sa nouvelle exploration artistique qui est... Et là, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que je suis la même Nathalie que la semaine passée? Oui. Eh bien, la réponse, c'est non. Non. Mais non, car je suis une œuvre d'art maintenant, car je porte son parfum. Et là, j'ai besoin de toi, Margot, pour montrer cette magnifique bouteille. Regardez, elle est sculpturale, évidemment, inspirée d'une montagne à Haïti. Celle-ci, c'est Île Noire. C'est sa première fragrance du tabac, du jasmin, parce qu'il y en avait sous la fenêtre de sa sœur en Haïti. Et il a évidemment travaillé avec un nez. Et lui, sa promesse, c'est de dire, si vous portez un parfum, mon parfum, vous devenez une œuvre d'art. Alors, je vous invite tous à devenir une œuvre d'art. Allez, je vais vous asperger comme ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein, donc c'est forcément vrai. Et si vous n'êtes pas très parfum, voilà, Fabrice, t'es prêt? Voilà, t'es prêt? Voilà, OK. Évidemment, c'est tant pour les hommes que pour les femmes. Voilà, t'es prêt, Ali? Vous êtes artiste et œuvre d'art. Et œuvre d'art, tout en même temps. Margot, ça a été aspergé. Il a fait 3 parfums. C'est une mise en abîme, une œuvre d'art sur une œuvre d'art. Ça montre l'évolution de l'art aussi. Ça va si bien. Puisque... Ah, mais j'adore ça. Je savais que ça allait. Je savais. Et ça montre l'évolution de l'art parce que les artistes sont de plus en plus polymorphes. C'est-à-dire qu'ils deviennent cuisiniers, moi, j'allais dire parfumeurs. polymathe, même. Le côté où on devient... on est capable de tout faire. Et il y avait, par exemple, Virgil Abloh était complètement capable de ça. Il était styliste, il était designer. Et en fait, il disait non à rien parce qu'il était capable de tout faire. Et je trouve ça hyper intéressant. Surtout en France, où on a tendance à mettre les gens dans des cases. Alors, si on fait des tableaux, on fait des tableaux. Si on est illustrateur, on est illustrateur. Et en fait, là... J'aime beaucoup cette liberté. Comme Virgil Abloh qui est passé, il faut le dire, du monde de l'art de la rue, du street art à la mode off-white. C'est ça. Ça montre en fait qu'il habite un monde ouvert. Voilà. Et avec une exposition qui a fait d'ailleurs salle comble au Grand Palais il y a peu de temps. Les gens faisaient la queue jusque de l'autre côté de la scène pour aller voir cette exposition. Ça sera sûrement le cas pour voir Manuel Mathieu, qui aussi rend l'art accessible. On en parlait. Il y a une exposition qui commence là maintenant tout de suite dans la nouvelle gare du train de la station Édouard-Montpetit. Une immense composition de 5 œuvres. Et il est également au Centre Phi. Donc, allez voir ça. C'est Manuel Mathieu. Merci Nathalie, en tout cas pour Manuel Mathieu. Donc, c'est le nom à retenir. Notre deuxième invitée de la Grande Galerie, c'est une artiste exceptionnelle. Elle est originaire du Togo. Elle a fait l'événement à la foire Aka il y a quelques jours à Paris. Ses œuvres sont d'une force incroyable. Avant de la recevoir en plateau, et c'est sa première télé, le portrait d'Atsoupé en 3 mots, c'est signé Damien Cabrespine. Atsoupé en 3 mots. Mot numéro 1, visage. Atsoupé peint des visages souvent féminins, des regards qui nous happent, des femmes troncs qui nous observent et nous interpellent. Comme si chaque peinture était une correspondance que j'adressais à quelqu'un. Atsoupé orne ses tableaux de lainage, de rubans, de médailles, de cuir, de fer forgé et de boulons.
Ces toiles sont remplies de contusions, de sutures, de déchirures, mais aussi d'espoir et de résilience. Mot numéro 2, bleu. Couleur fétiche d'Atsupe, le bleu sans visage avec elle au sens propre comme au sens figuré. J'ai besoin de ressentir la couleur. À l'âge de 17 ans, un grave accident de la route a immobilisé Atsupe durant 1 an. C'est à cette époque qu'une professeure d'art plastique lui a fait découvrir le pouvoir de l'art. Et enfin, mot numéro 3, refuge. Originaire du Togo, Atsupe a vécu dans 7 pays d'Afrique, des territoires souvent marqués par les guerres et les conflits. Il a fallu que je trouve une échappatoire. Et malgré les bosses et les entraves, Atsupe continue d'avancer. Peindre est devenu pour elle un refuge, un espace de réparation et d'émancipation. Merci Damien. Et on a le bonheur d'accueillir Atsupe dans la Grande Galerie francophone. Bienvenue Atsupe, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Je vous présente Philippe Geluck, le public et toute la bande. Atsupe, on est vraiment heureux de vous recevoir et vous avez fait sensation dans une foire internationale à Paris. Mais d'abord, visage, bleu, refuge. Lequel de ces 3 mots qu'a choisi Damien vous convient le plus ? Visage. Visage ? Visage, parce que vous peignez des visages, vous peignez souvent des visages féminins. Et alors, leur particularité, si on le regarde bien, c'est que ce sont eux qui nous regardent. Comme Pourquoi la ça Parce que c'est la première entrée dans le monde que de regarder l'autre et de se faire accueillir ou pas. Mais vous avez dit en plaisantant, c'était comme la Joconde. C'est la Joconde qui nous regarde. Oui, la Joconde, il nous regarde sous tous ses angles. C'est comme si en fait l'œuvre reprenait le pouvoir, c'est-à-dire que l'œuvre est habitée par une âme que j'imagine vous lui insufflez, et c'est l'œuvre qui regarde le visiteur et non pas l'inverse. Moi, ça me donne cette impression de mise en abîme. L'idée, c'est de rendre l'œuvre aussi vivante que nous sommes. C'est très réussi. Et c'est très vrai parce que vos tableaux vivent. Et c'est très curieux comme sensation et c'est sûrement ce qui fait leur force. C'est que vos tableaux, c'est pas que de l'huile sur de la toile. Vous utilisez beaucoup de matériaux de récupération par exemple. Comment est-ce que vous travaillez ? Au gré des objets que je chine ou que j'ouvre, que je trouve dans mes placards. Oui. L'ajout se fait comme ça, comme un détail ornemental, mais en fait, ça vient éclairer l'histoire que raconte le tableau. On a de la chance d'ailleurs d'avoir l'un de vos tableaux avec nous. J'en ai un qui est juste en face de moi. On le voit là. Ce visage bleu, pourquoi cette couleur-là ? C'est la couleur qui, moi, me réconforte le plus. Quand justement, au réveil de cet accident de voiture que j'ai eu, j'ai su que l'espoir résidait dans le ciel, en fait. Alors Charlie, justement, a une inspiration sur le bleu. Bah oui, bleu, tout passe par les yeux, les mots. On pense à Christophe, non ? Je pense. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Bravo Charlie. Merci Charlie. Oui. Bientôt, ça va devenir, n'oubliez pas les paroles, parce que systématiquement, Nathalie et Margot chantent De quoi quand tu joues. Oui, non, mais cette émission va finir en karaoké, je le sais. Fabrice. Oui, il y a un mot qu'on aurait pu aussi évoquer en parlant de vous, c'est le mot évé, puisque en langue évé, votre nom signifie celle qui est revenue, celle qui revient à la vie. Et vous avez pris ce nom pour l'évoquer. Donc j'ai l'impression que dans votre œuvre, il y a toujours une idée de renaissance. Et j'ai l'impression que vous tissez en permanence une sorte de relation entre le visible et l'invisible, d'où ces feuilles qui semblent renaître comme s'il y avait une vie qui avait été abandonnée, comme ces broderies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce tableau et est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée de renaissance avec ce nom en langue évé ?
La langue ewe, c'est l'une des langues qu'on parle au Togo. Oui, exactement. En fait, je n'ai pas choisi ce nom. Je suis née avec, en ce sens où je suis née jumelle. Et mon prénom signifie spécifiquement que je suis la jumelle de Atchou, mais qui est partie chercher du bois dans la forêt sacrée. C'est ce que veut dire votre nom, Atsupe? Oui. Oui. Automatiquement, quand je vais au Togo, on me demande où est mon frère. Oh. Ah, c'est génial. Ah ouais. C'est-à-dire que vous avez un autre vous-même ou un double ou Un double que je ne connais pas, oui. mais qui existe au travers de moi. D'où une renaissance permanente du visible et de l'invisible qui se sent dans vos tableaux. Ouais. Vous avez une expression assez étonnante pour décrire votre travail et que j'adore. Vous dites que vous peignez salement. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble l'atelier de Philippe Gueluc, mais qu'est-ce que ça veut dire, salement peindre? Il y a juste à voir la palette qui me suit. Là, vous avez apporté votre palette, oui, qu'on a la chance d'avoir avec nous. J'aime bien l'idée de déborder du cadre, en fait, qu'il n'y ait pas de limite dans la façon d'écraser la matière ou justement de casser tous les codes de la peinture, quoi. Casser les codes de la peinture, ça compte pour vous? J'ai envie de me sentir libre, d'exprimer au-delà de tout ce que j'ai déjà vu. Vous avez étudié aux Beaux-Arts de Paris. Est-ce que de passer par les Beaux-Arts de Paris a libéré quelque chose chez vous ou a commencé un peu à le contraindre et à y donner un cadre, justement, auquel il a fallu que vous échappiez? Je pense que justement, je me suis sentie très libre en rentrant dans cette école. J'y suis rentrée complètement par hasard. En fait, j'ai suivi une copine qui y allait et elle n'a pas reçu le concours. Je me suis retrouvée là toute seule en me disant mais au secours, qu'est-ce que j'y fais? Et j'y ai trouvé justement une liberté hors cadre. Qu'est-ce que ça vous inspire son travail, Philippe? Ah, moi, je trouve ça très, très beau, très fort. Je vois un cousinage avec Basquiat dans certaines de vos toiles, et pour moi, c'est un grand, grand compliment, puisque on n'a pas beaucoup développé, mais j'ai dit toute l'admiration que j'avais pour lui, et je trouve qu'il y a chez vous cette espèce de liberté absolue, que quand vous vous lancez dans quelque chose, vous y allez, et vous débordez, comme vous disiez, des cadres. Moi, je déborde pas, je travaille beaucoup plus proprement, dans le trait du chat, mais je déborde dans ma tête. Non, je déborde. Cadres. Oui, ça aussi. Mais Oui. c'est dans la tête que ça déborde. Mais puisque dans la Grande Galerie, on parle d'absolument toutes les formes d'art, quand on essaye de tisser des liens ou de jeter des ponts, il y a quelque chose de frappant, c'est que l'un et l'autre, vous utilisez des images qui renvoient à l'enfance, même pour dire des choses parfois douloureuses, même pour faire appel à la mémoire, même pour faire réfléchir l'innocence. Et d'un autre côté, il y a toujours cette envie de ne pas laisser le spectateur indifférent. Oui, de mettre de la lumière un peu dans les drames de l'existence, quoi. On sait bien la phrase exacte de Picasso qui disait « J'ai mis 70 ans à apprendre à dessiner comme un enfant ». À peindre comme un enfant. Oui, ouais. à peindre comme un enfant. Donc c'est fabuleux, et on dit que tous les enfants dessinent formidablement, mais ici on est ailleurs. C'est drôle, la signification de votre nom, c'est fascinant, en plus avec cet accident de voiture duquel vous renaissez. Et vous savez ce que veut dire mon nom? Gueluc, en flamand, ça veut dire bonheur. Ah, c'est magnifique. Nathalie, Oui, justement, à propos de cet accident dont vient de parler Philippe. On en a parlé justement de cet accident qui a évidemment transformé votre relation avec la peinture, et vous en avez parlé au travers de votre exposition Bleu sur Noir, Noir N-O-I-R-E, je précise. On recevait la semaine passée Isabelle Carré, avec qui on a parlé d'art-thérapie. Et je me demandais, est-ce que selon vous, l'art peut guérir ou du moins apaiser peut-être? Oui, absolument. Aux Beaux-Arts, justement, mes premières peintures étaient très brouillonnes, très criardes, parce qu'il s'agissait de retrouver déjà un souffle et de comprendre, en fait, par quoi j'avais été heurtée et pourquoi l'expression était si complexe et dure à manier. Et la couleur m'y a conduite à, justement, éclaircir, je sais pas, par la grâce du trait. Et ce rapport que j'ai eu à la vie très frontale dès la naissance. En fait, c'est une émotion palpable que j'ai envie de transmettre pour qu'on comprenne à quel point on est précieux. Et c'est dans votre œuvre. D'ailleurs, vous avez ici, pour qu'on voit comment vous travaillez, vous avez une toile, vous avez des feutres, vous avez des stylos, vous avez de la peinture. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous dessinez ce regard qui est si accrocheur dans chacune de vos œuvres? C'est plus facile pour moi de dessiner que de parler.
C'est pas évident. Je vais juste faire attention parce que ceci est mon verre d'eau et je ne voudrais pas qu'elle rince son pinceau dans mon verre d'eau. Donc je le garde de ce côté-là. Donc vous avez de la peinture, vous avez une toile. Ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné, hein. Peut-être 3 jours. 3 jours 3 jours. 3 jours, c'est très longtemps sans avoir dessiné. Margot? Et vous, Philippe, vous n'avez pas dessiné depuis combien de temps? Depuis 1h30, je crois. Je fais ça. C'est une seconde nature quand même. Quand on a ça partout, enfin, s'il y a une idée qui vient, on la griffonne sur un bout de papier. Ou c'est quelqu'un dans le train qui vous demande de faire un petit mot pour sa belle-sœur qui a l'anniversaire du neveu la semaine suivante, etc. Ça n'arrête pas, mais c'est plus fort que nous, j'ai l'impression. Atsupe, vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez, puisque vous avez commencé par une série de points. Selon le grain de la ensuite, la feuille, ligne. l'ambiance, le toucher, c'est vraiment du ressenti pur, hein. C'est du ressenti pur. Ouais. Et pourtant, vous avez étudié l'art. C'est très technique ce que vous faites. C'est très technique, mais j'ai réussi à déconstruire la technique Oui. pour la dépasser et en fait trouver des nouvelles façons de... Là, on voit comment vous De faire, peignez. ouais. Et on voit aussi ce qui rend si envoûtant le regard de vos portraits. Vous dessinez quelqu'un en particulier, là, ou pas? C'est un visage qui revient assez automatiquement, parce qu'au début, il a été empreint du mien, pour des questions justement techniques, un rapport homothétique au visage, quoi. Oui. Pour avoir des formes justes. Et ensuite, les détails, ils se créent au gré de, je sais pas, de la couleur qui glisse. Margot? Il y a beaucoup donc de douleur, évidemment, c'est lié à votre histoire personnelle. Il y a aussi beaucoup d'humour, je trouve, dans vos tableaux. C'est lié à la façon dont vous les faites, avec tous ces petits ajouts d'objets. Quelle est la vertu du rire, en fait, dans la peinture, pour vous, Atsupe? C'est thérapeutique. Ça... Je sais pas, c'est... Rions tant qu'on est en Oui, vie. exactement, prenons du recul, quoi. C'est que de la peinture, en fait. Et même si on s'identifie, c'est pour témoigner de quelque chose de positif, ouais. Et il est magnifique, ce portrait. Et tout de suite, on va ralentir le rythme et prendre le temps de contempler. Direction le musée d'Orsay à Paris pour admirer un chef-d'œuvre de Gustave Courbet, Le Désespéré. Le tableau a fait son retour à Paris après un long exil de 17 ans au Qatar. C'est un événement et c'est fascinant. Fascinant. C'est fascinant. Une réaction, Fabrice, sur ce chef-d'œuvre de Courbet. Pourquoi est-ce que c'est un événement de le retrouver au musée d'Orsay en plein Paris? C'est un événement parce que quand on est face à ce tableau, on est absolument hypnotisé par ce visage. On parlait des visages d'Atsupe, mais on est hypnotisé. C'est donc fascinant et c'est au musée d'Orsay à Paris. Merci à tous. Merci infiniment Atsupe. On peut voir votre travail. Merci Philippe d'être venu dans la Grande Galerie francophone. C'était formidable de passer cette heure avec vous. Le modèle pleure. Le modèle pleure. Il pleure d'émotion tant le portrait mais ça fait est rire beau. Atsupe. C'est finalement de la joie. Merci. Wow. Ah merci. Merci infiniment. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci Atsupe, vraiment, infiniment.
Philippe Gueluc. Pour tout savoir sur l'origine du chat et vos traumatismes d'adolescent, il y a donc cette BD qui vient de paraître chez Casterman. Il y a l'exposition au musée Mayol et on va se quitter en musique. Vous vouliez finir en musique, Philippe ? Oui, enfin l'émission, hein, pas évidemment. Moi, je ne veux pas finir. Mais on vous a demandé quelle chanson vous mettez en joie et vous avez choisi une musique de Scott Joplin. Charlie ? C'est ça. Mais on va faire deux choses. Une qui n'est pas prévue. J'aimerais voir le tableau d'Atsoupé que je n'ai pas vu. Alors, et je vais m'en servir comme d'une partition et voir ce que je peux faire avec. Laissez-le pleurer. Pas séché. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a le droit de pleurer. À peine créé, on est d'accord déjà ou pas? un trafic Est-ce que vous d'œuvres d'art. m'autorisez? Alors voilà. Alors oui. Déjà, ce qui est amusant, c'est que le souhait de Philippe, c'était cette musique de Scott Joplin. Ah bah oui. Évidemment. Après. Voilà, il y avait ça. Voilà. Ah bah c'est l'arnaque. Et celui-là, il est assez incroyable. Il y a quelque chose d'assez triste et gai en même temps. Et c'est sur ça qu'on se quittera. Bravo! Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre magazine d'actualité 64 minutes. Salut à tous!